Et merci d'accueillir dans les studios nos invités, les Poetic Lovers, s'il vous plaît. Bonsoir. Salut. Bienvenue à tous les quatre. Merci de l'invite. On s'est vu, c'est vous qui nous avez rappelé la date. On s'est vu en 2018. On avait fait une belle émission un soir. C'est incroyable. À l'époque, avec un petit peu de live et tout, c'était très cool. Rudy J, Rod, Dre, merci d'être avec nous, ça fait plaisir. Il y a plein de trucs qui se passent là autour de votre retour. On parle d'un album, tout ça. Avant ça, on va quand même rafraîchir la mémoire aux gens. Si jamais il y a des gens qui sont nés comme Olivia après 97 ou tout juste dans ces eaux-là, peut-être vous êtes passé à côté, mais sinon, les autres. Voilà, les Poetic Lovers quand même. Prenons notre temps, c'est le gros banger. Hein, il y en a eu d'autres, mais ça c'est le gros hit, j'imagine, celui qu'on vous demande tout le temps. On va revenir un petit peu sur le parcours, si vous le voulez bien, comme là ce soir, à la différence de la dernière fois où on était en ambiance, là on a le temps de se poser un petit peu et de discuter. On va rappeler que vous êtes sorti d'un... Alors vous connaissiez avant évidemment, vous venez de région parisienne, c'était quoi Noisy? Noisy-le-Grand. Attends, il y a que moi qui viens de Logne, 77 represent. C'est à côté. Ouais, c'est à côté, mais faut le dire, parce que moi on me reproche, tu vois, on me dit ouais, t'as du Logne, tu parles pas de Logne. Tu dis tu viens de Noisy. Je comprends mieux parce que tu sais qu'à l'époque, ça m'est arrivé plusieurs fois de te croiser au cinéma de Disney là. Disney Village. Moi c'est mon fief. C'est là-bas que t'emmenais les petites. On te voyait nous. On te voyait. Bon, vous avez été révélé aux yeux du grand public, aux oreilles du grand public grâce à Graines de Star, une émission qui a disparu depuis pas mal de temps maintenant, mais qui a révélé pas mal de talents. Je crois que Leslie était passé par là à l'époque. Moi je connaissais pas l'émission, j'ai vu plein de monde est passé là-bas. Grégory Le Marchal, Jennifer, tout ça. Willy Denzel. Même Dujardin aussi. Jean Dujardin. Jean Dujardin aussi. Même Jérôme Commander, je savais même pas il chantait. Ah, il chantait? Non, en fait, parce que t'avais une catégorie. Attends, t'entends pas bien? Tu peux prendre l'autre en attendant. Vas-y, viens, mon refus. En fait, t'avais une catégorie. T'avais plusieurs catégories dans Graines de Star. T'avais comique, mannequin, chanteur. Et en fait, Jérôme Commander, il est passé en tant que comique, en fait. C'est ça. Donc il faisait. J'ai cru que tu dirais mannequin. C'est ça. Mais il avait peut-être fait un truc où il faisait semblant de chanter. Ouais, il faisait semblant de chanter, tu vois. Genre, j'ai vu une vidéo en fait. Quand vous regardez, parce que j'imagine que vous les revoyez de temps en temps, les images de votre passage de l'époque, vous êtes tout jeune, vous avez quoi, genre aux alentours de même pas 20 ans? Moi, j'étais mineur. Ouais, voilà, donc entre, je sais pas, on était encore au lycée. 17 et 20 piges, c'est ouf. Quand vous vous revoyez, qu'est-ce que vous pensez de votre passage de l'époque? Moi, personnellement, il y a un mélange de honte. Ah ouais, carrément. Ouais, tu sais, parce que le temps il passe vite. Maintenant, tu chantes vraiment. Tu vois tes défauts, malheureusement, tu vois. Après, effectivement, ouais, c'est ta première télé, donc t'es en mode nostalgie, stress, nostalgie, kiff, tu retournes au lycée, tout le monde te regarde, les petites elles te regardent, celles qui te regardaient pas au départ. Tu vois. Et puis vous étiez bambin, vous avez quoi? Vous aviez 19 ans? Moi j'ai 17 ans, 18. Ah ouais, 18 bah voilà, ça va. Et du coup, quand vous... Parce que vous chantiez avant, mais ce que tu dis en fait, c'est que quand tu dis un peu de honte, c'est parce que vous n'étiez pas encore professionnel. Ouais, vous preniez des cours ou c'était vraiment entre vous? Des autodidactes. Autodidacte complet. Hein. Ok. À l'époque, on parlait souvent de... On vous comparait aux Boyz II Men. Il y avait Boyz II Men qui cartonnaient aux États-Unis depuis quelques années déjà. On vous a d'ailleurs marketé comme les Boyz II Men français. Je sais que vous étiez fan des Boyz II Men, mais ça vous allait cette image des Boyz II Men français ou c'était relou? Non, à cette époque-là, tu sais, on te compare à Boyz II Men, tu peux pas, tu vois. Ouais. Ça reste des pontes, tu vois. Mais c'est vrai qu'avec le temps, t'as envie de t'affirmer, t'as envie de dire, voilà, aujourd'hui c'est poétique et voilà, on a notre identité, tu vois. Mais à l'époque, on est totalement fan de Boyz II Men et fan de Jodeci. En fait, poétique, c'était vraiment un condensé de plein de groupes de l'époque, tu vois. Mais comme Boyz II Men, c'était le groupe le plus connu. Donc du coup, on était... Ouais, c'est ça. T'as une époque où le R&B c'est naissant et les artistes qui sont mainstream à ce moment-là, c'est Mariah Carey, Whitney, Boyz II Men. Que les Américains. Qu'on réussit à atteindre le côté mainstream, c'est-à-dire il n'y a pas que les Renois qui les écoutent, tu vois ce que je veux dire. Et donc nous, on arrive dans cette période-là. Et donc notre maison de disques de l'époque, elle met à fond l'accent sur le côté Boyz II Men parce que c'est le truc connu, tu vois. C'est le truc propre. Ouais. Mais à l'époque, vous étiez à Noisy-le-Grand, à Logne pour toi. Est-ce que le R&B c'était aussi big que maintenant, en sachant que maintenant on aime bien dire que le R&B en France c'est pas assez représenté et tout. C'était comment le R&B par rapport au rap? En fait, le truc c'est que le R&B, c'était déjà les gens qui chantent, c'était pas comme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'époque, les gens qui chantaient, c'était extrêmement rare. Tu vois, c'est-à-dire que nous, tu sais, il y a le mouvement hip-hop, c'est-à-dire que nous, on était hip-hop, la plupart de nos amis, soit ils rappaient, soit ils dansaient. Ouais, c'était ça. Et nous, on était parmi les seuls
à chanter. C'est-à-dire que quand on débarquait, les gens ils pensaient qu'on allait breaker, qu'on allait rapper. Et boum, nous on chantait, tu vois. Mais nous on représentait cette catégorie du hip-hop, tu sais, du chant. Parce que tu sais, le hip-hop, on connaît les 5 disciplines, il y a le rap, mais le chant, c'est invité au travers de la New Jack Swing et du R&B. Nous, c'est ce truc-là qu'on représentait. Mais on était très rares à l'époque. Et l'époque, tu avais le graphe et tout ça, etc. Et c'est vrai que nous, tu as vu, tu parles de Noisy-le-Grand, pour ceux qui connaissent le pavé et tout ça. Le pavé, donc les mecs, c'est Barek, rap. Moi, j'étais à l'école HL. Donc, tu avais les mecs des Bosquets de Montreuil, les gars de Meaux. Toi, tu arrives, tu chantes, t'es bizarre, tu vois. Puisque les mecs sont vraiment dans la street. Donc, nous, vraiment, on était vraiment différents, tu vois. Excuse-moi, mais je voulais juste rajouter un tout petit truc, c'est que c'est vrai, mais à partir du moment où on a commencé à faire faire ce qu'on a à faire, tu vois, nos choses, entre guillemets, au niveau du chant, ça s'est développé et on a des amis à nous avec qui on a grandi qui se sont mis au chant. Et du coup, Noisy-le-Grand est devenu une ville de chant. Ah, d'accord. Tu vois, parce que les gens savent pas beaucoup, mais tu sais, à l'époque, on s'entraînait dans les parkings, mais t'avais beaucoup de gens qui venaient dans ces parkings-là pour s'entraîner. Et on a des amis de notre quartier qui on a grandi. Humphrey, j'ai mes cousins, j'ai 2 cousins, moi, ils chantaient. Donc, Noisy, c'est devenu une ville de chant à partir de nous, entre guillemets, tu vois. Même Willy Denzey, tout ça, on l'a rencontré comme ça. Ça dansait aux arcades. Ça dansait aux arcades. Tu sais, on a lancé une légende là-bas, tu vois. Ok, non, mais parce qu'en fait, moi, je me demandais à l'époque comment c'était reçu par vos pères, tu vois, parce que on disait que ça fait partie du hip-hop. Il y a ceux qui font du graffiti, il y a ceux qui break, il y a ceux qui rappent. Eux, comment ils voyaient ce truc-là de oh, mais comment ça, vous venez vous chanter? Non, ils étaient pas trop dedans. Non, ils étaient pas dedans, on était des ovnis. Le contexte de l'époque faisait que le hip-hop, t'es vraiment je vais pas dire à son apogée, mais t'avais vraiment. T'avais beaucoup de groupes qui commençaient à se coproduire, tu vois. À l'époque, t'avais le Ménage à 3. On a eu des bons retours en plus. T'avais le Ménage à 3, t'avais tous ces groupes-là qui commençaient à s'autoproduire. Mais ce qu'il y a, c'est que quand on arrivait et qu'on chantait en armo, il y avait quand même ce truc il y avait un étonnement quand même. Tu vois ce que je veux dire ? Que ce soit à Noisy ou que ce soit là où on chantait, les gens, ils avaient rarement entendu ça. Des gens chantaient en armo, tu vois ce que je veux dire. Donc il y avait quand même ce truc de les gens ils étaient agréablement surpris en se disant ouais c'est quoi, parce qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ça. Parce que c'est vrai, il y avait quelques chanteurs qui commençaient à t'avais Moïse, Tribal Jam, t'avais Hachim aussi, Karine aussi était un peu dedans déjà. Karine était dedans, t'avais Jimmy Sissoko. Jimmy c'était un grand ref, tu vois, c'était maître de chant, tout ça, et ça chantait déjà, tu vois, mais il n'y avait pas de groupe. Enfin, plus ou moins il n'y avait pas de groupe connu. Il n'y en a pas eu des tonnes de toute manière des groupes finalement, et encore moins des groupes. Mais Trait d'Union, tout ça, tous ces mecs-là, c'est de petits frères, tu vois. On les a connus super jeunes. Pour recontextualiser, à l'époque, 97, quand vous sortez votre premier album, il n'y a pas Internet. Donc il y a encore moins les réseaux sociaux. Tu vois, on a oublié. Il n'y a pas de portable. On a oublié. Il y a même pas. Ouais, voilà. C'est le début des portables. Il n'y a pas grand monde qui a un portable, tu vois. Et du coup, comment vous prenez la mesure de votre popularité? Comment vous vous rendez compte que là, ça y est, vous êtes devenu quelqu'un, quoi. C'est vraiment le fait. Je crois que le micro marche pas toujours. Prends le verre. Prends le il veut pas. Ouais, c'est vraiment le fait d'être passé en télé, Graines de Star, tout ça, le fait d'avoir accès à un média en fait. T'as vu, nous, avant de passer à cette émission Graines de Star, on se produisait un petit peu partout, on commençait à avoir 2-3 réflexes professionnels, des mairies par-ci, des trucs comme ça, tu vois. Et à un moment, on voyait l'effet qu'on provoquait aux gens et on se disait, faut qu'on arrive à atteindre un moment national, même si c'est 5 minutes, tu vois, même si c'est un quart d'heure de gloire, comme dit Andy Warhol, tu vois. Et on a vu cette émission Graines de Star, on s'est dit on y passe, on s'en foutait de gagner ou quoi au caisse, on voulait juste qu'on nous voit, tu vois. Et qui a eu l'idée alors? Ça a émergé dans quel cerveau? C'est Bluetooth. En même temps, c'est vrai. Pour ajouter, je te remets le contexte de l'époque. À l'époque, tu faisais une télé, c'était une dinguerie. Hein. C'est pas la même force de frappe. C'est pas comme aujourd'hui. Hein. À l'époque, je te dis, on pouvait pas sortir la journée. C'est réel. Moi, je me rappelle, j'avais une nana à l'époque. Je pars au parc Astérix parce que nous, on continue à prendre les transports. Tu vois, nous, on se rend pas compte. On est les gars du quartier, on sait pas, tu vois. Émeute. Mais non, mais quand je vous dis, c'était en plus c'était le fameux phénomène boys band et tout ça, etc. Les autres groupes. Donc t'avais un truc où vraiment la musique c'était très particulier parce qu'il y avait plein d'événements, tu vois, que M6 mettait en production comme Dance Machine et ils invitaient des quinries, tu vois. Et dès que tu faisais une télé, tout le monde t'avait vu. D'ailleurs, tes albums, tu pouvais vendre, je sais pas, 100 000 albums parce que tu avais fait un truc sur TF1, France 2, tu vois. Donc quand tu passes, en plus on était des Renois, tu vois. Tu passes à la télé, ça y est, c'était fini. Tout le monde te reconnaît. Non, mais je te dis, c'était une dinguerie. Il y avait que 6 chaînes en plus. Mais c'est ça, exactement. C'est surtout ça. Mais 6 chaînes, pas très Mais à l'époque, le monde de la musique, ce qu'il faut savoir, c'est le règne absolu de la variété française. Donc c'est-à-dire que quand il y a Graines de Star, nous on voit une chanteuse qui s'appelle Nadia qui passe et qui gagne. Et c'est la première fois qu'on voyait quelqu'un
qu'on peut croiser au quartier, qui ressemblaient aux gens de notre environnement. Et on s'est dit, c'est ça qui nous a donné l'idée de se dire, ah, peut-être qu'on a accès, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est qu'à cette époque-là, dans le milieu de la musique, il y avait un espèce d'entre-soi, tu vois, on va se dire les bails. Et dans les émissions de variété, on voyait un petit peu toujours les mêmes têtes depuis à peu près presque 30 ans, tu vois. Et quand il y a eu cette émission qui était un télécrochet qui donnait la chance à des amateurs, ben c'était des amateurs de toutes les sphères sociales aussi, tu vois. Et donc là, on a vu des gens qui étaient issus de la même sphère sociale que nous, et on s'est dit ouais, bon bah il y a peut-être moyen de moyenner. Tu vois. Et en plus, du coup, ça s'est bien passé. Non, mais en plus, juste rajouter, c'était tellement lourd qu'imaginez, il y avait carrément de la presse qui s'est empressée d'exister par rapport à ce phénomène-là. T'avais les fans d'eux, les podiums, tous ces trucs-là se sont créés autour de ce phénomène de boys band. Donc c'était une dinguerie. Et du coup, c'était sain. Il n'y avait pas de délire un peu raciste ou quoi que ce soit au sein de la chaîne. Nous, franchement, honnêtement, à notre niveau, on n'a pas eu. Ok, bon, bah, ça c'est cool. On était petits protégés d'M6, nous. Du coup, on était les bébés. Mais du coup, très vite, vous avez signé après le passage à Grain de Star. Il y a ces sollicitations des maisons de disques et tout. Avec le recul, là, maintenant que vous êtes établi dans la musique, il était comment ce contrat là qu'on vous a proposé? Bah, t'as vu les premiers contrats. Les premiers contrats, t'as rarement un truc bien, parce que si t'as un truc bien, c'est que toi-même t'as des notions juridiques, etc. Ou alors t'as de la famille qui est déjà dedans et tout, etc. Donc forcément tes premiers contrats ils sont nuls. Là c'est vous qui avez choisi, y a pas vous n'avez pas pris un avocat. Nous on avait un manager à l'époque avec qui on a commencé. Et du coup, c'est lui qui a pris plus ou moins les choses en main, du coup. Et oui, on s'est fait arnaquer, tu vois. et en plus, nous, on n'a pas la valeur de l'argent. Tu vois, nous, au début, tu nous donnais un burger. On était contents, tu vois. Donc, tu touches ton premier cachet, tu touches 10 fois plus que tes darons. Pour toi, c'est une dinguerie. Mais toi, tu sais pas que tu vaux 100 fois plus, tu vois. C'est ça le truc. Et c'est à quel âge que vous avez touché votre premier cachet, du coup? J'avais 17 ans. Parce que c'est première avance. J'avais 20, moi. Première avance, premier contrat chez M6, tu vois. Je me rappelle plus combien on a touché, mais c'était. Et puis à cette époque, en fait, pour tous les quatre, c'était plus l'amour du chant. Nous, en fait, quand on a commencé, c'est vrai que il fallait après gagner sa vie là-dessus, mais c'était plus l'amour du chant. Voilà. Et je pense que c'est ce qui fait un peu le défaut aux artistes quand on commence. On veut tellement d'abord la réussite avant de penser à tout ça. Et c'est c'est très vrai ce qu'il dit, parce que j'ai entendu Gims raconter la même histoire sur un délire de leur premier Bercy ou une salle ouf qu'ils ont faite sur Section d'Assaut. Et il disait il a touché une dinguerie, genre soit 250 ou 2500, je me rappelle plus, mais une somme dérisoire, alors que par rapport à ce que ça générait. Ils étaient super au top à ce moment-là. Et du coup, comme vous étiez super jeune, les premiers cachets là, vous avez réussi à garder la tête froide ou vous avez fait des folies? Non, on a fait des petites folies quand même. C'est quoi les premières folies qu'on fait quand on a des cachets comme ça? On n'a même pas 20 piges. Je sais pas si j'ai le droit de citer, mais t'as le droit. C'est Monsieur Jordan, quoi. On veut sa Jordan. Il avait, je sais pas. Non, mais attends, lui il parle, mais avant même qu'on soit connu, il avait déjà une collection de Jordan. Quand il traînait au pavé, quand il traînait à Noisy, personne sait comment il faisait le genre. Il y avait des boutiques à Châtelet. J'arrivais, je me garais, je repars avec des boîtes entières. Souvent, comme on dit, t'as de l'argent, t'es jeune. Donc tu fais quelques petites dingueries, tu vois. Moi, je me rappelle, je me trimballais avec ma nana de l'époque. Vas-y, on rentre comment? Vas-y, viens, on achète des scooters. Ah, ok, vas-y. C'est ça. Avec Rod, c'était genre, vas-y, on est au restaurant, t'es en train de discuter, tu bois un verre. Je dis, vas-y, frère, viens, on se casse, on va à la Réunion. Vas-y, frère. On a une télé après-demain. Vas-y, on fait l'aller-retour. Et sans oublier faire plaisir à la famille aussi. C'était des trucs comme ça. Ouais, ça c'était. Une autre époque. Mais en plus, tu sais comment ça se passe. Tu touches du cash. T'es là, je me rappelle, j'avais un aquarium rempli de cash comme ça. Un jour, mon chien, il a tout tué. Quand à la maison, je vois mes billets au sol, je l'ai. L'aquarium, j'ai pleuré. Je l'aurais fait piquer direct. J'ai pleuré. Et c'est vrai qu'on pense que ça va jamais s'arrêter. Ok. Il y a ça aussi. On parlera justement de la période où justement il y a eu ce qu'on appelle le creux de la vague. Et évidemment, avant ça, il y a de la musique qui arrive très prochainement. Il y a un morceau qui va sortir là. C'est quoi la date? On peut donner la date déjà ou pas là?
Ce sera après notre date du Casino de Paris. D'accord, parce qu'il y a le Casino de Paris qui est complet. On n'en a pas parlé, mais il faut en parler quand c'est complet. Il faut le dire quand même. Casino de Paris le 20 avril. Et puis pas mal d'autres dates un petit peu partout en France, dans toutes les grandes villes de France. Du coup, si vous n'avez pas pu choper vos places pour le Casino de Paris, c'est pas grave. Il y a d'autres villes, vous pouvez vous déplacer. Ou alors, même si vous habitez dans les grandes villes de France, les Poetic Lovers arrivent, les amis. Exactement. C'est quoi votre public d'ailleurs là? C'est comme à l'époque, très féminin? On a de tout, hein. Ouais, mais. D'après nos réseaux, ouais, d'après nos réseaux, c'est très féminin, ouais. Très féminin, même si ces derniers temps, on a remarqué que ça s'est aussi masculinisé. Tu vois. Ouais, parce qu'il y a ce côté nostalgie et ça parle à tout le monde finalement, les mecs, les meufs. On écoute un petit extrait en exclu de ce que vous allez sortir bientôt. Parti, allez. Ça donne ça. Rester dans le noir, le sentiment crevé, le désespoir, l'avenir caché par un écran de fumée. Un bédo pour oublier que la vie est passée. Je passe mon temps à zapper pour éviter de penser. Personne n'a le cœur de pierre, faut arrêter de se la jouer. Et le bien saigne à grosse vague. Je parle souvent tout seul comme si j'étais demeuré. Je dis des blagues, je ris, je me raconte même mes journées. Je dois tracer ma route, mais où ça va me mener? Même si l'existence condamne, il faut vivre. Vivre quoi qu'il se passe. Vivre quel qu'en soit le prix. Peu importe les impasses, peu importe les grâces, il faut vivre. C'est une exclusivité, le prochain morceau des Poetic Lovers qui arrive très prochainement, donc on va dire fin avril, début c'est ça. Comment s'appelle le morceau du coup? Il faut vivre. Il faut vivre. Bon, restez connectés, puis il y a un album qui arrivera par la suite aussi, pas de date encore, mais attendez-vous à de la nouvelle musique. Exactement. De la part des Poetic Lovers en plus de la tournée. Pour qu'on comprenne bien comment vous bossiez et comment vous bossez encore maintenant, tout à l'heure tu disais on chante en harmonie, c'est-à-dire que chacun a son rôle. Si on prend l'exemple, j'aimerais bien qu'on se fasse une petite démo. Si on prend l'exemple de Prenons notre temps, qui faisait quoi? Est-ce que vous pouvez me faire chacun votre tour, votre partie, et qu'après on entende de manière collégiale ce que ça donne tous ensemble? C'est intéressant. C'est la première fois qu'on nous demande ça. C'est vraiment pour les gens, parce que moi je sais ce que c'est, j'ai la notion des armeaux dans les morceaux, etc. Mais les gens qui nous écoutent, pas forcément. Ok. Darling, faisons l'amour ce soir, tous deux émergés dans le noir, car ton corps m'appelle, délire sensuel, des plaisirs charnels, avant que le jour se lève, avant que la nuit s'achève, et passionnément. Allons doucement. Attends, maintenant on va. Prenons notre. Moi j'aimerais bien, par exemple, toi ta partie là-dedans c'est quoi? Moi je faisais la basse et je faisais les leads vocaux, mais dans l'harmonie je faisais la basse. Fais-nous en 10 secondes par exemple. Darling, faisons l'amour ce soir, tous deux immergés dans le noir, car ton corps m'appelle, délire sensuel, des plaisirs charnels. Ça donnait ça. Ok. Rod par exemple. Ta partie. Darling, faisons l'amour ce soir, tous deux immergés dans le noir. Rossignol, la plume. Ton m'appelle, délire sensuel, des plaisirs charnels. Ok. Ah ouais. Voilà. Darling, faisons l'amour ce soir, tous deux immergés dans le noir, car ton corps m'appelle, délire sensuel, des plaisirs charnels. Tous ensemble maintenant. Avant que le jour se lève, avant que la nuit s'achève, et passionnément, allons doucement, prenons notre temps. Darling, faisons l'amour ce soir, tous deux immergés dans le noir, car ton corps m'appelle, délire sensuel, des plaisirs charnels, avant que le jour se lève, avant que la nuit s'achève, et passionnément, allons doucement, prenons notre temps. Incroyable. Aïe, 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 aïe.
c'est incroyable. Ouais, on adore. Non, décomposé comme ça, là, avec le truc ensemble. Non, c'est incroyable. T'es le premier en 30 ans qui. C'est vrai? Ouais, je suis content. Moi, j'étais curieux parce que c'est vrai. On sent le DJ. On sent Non, mais c'est vrai qu'on vous voit, on arrive à capter. Jet, toi, t'as plutôt ce qu'on appelle le lead, non? C'est ça? Ouais, c'est ça. Et puis après, c'est vrai que c'est pas facile quand on vous voit ensemble de savoir qui est celui qui est plus aigu, etc. Donc c'est cool. Merci pour la démo en tout cas. Ça fait plaisir. Moi, j'aimerais savoir, c'est quoi le pire truc qu'un fan vous ait fait? Ou une fan, tu vois, ou dit. Là, vous êtes 4, vous en avez vécu des choses. Tu sais que c'est forcément une anecdote. Non, mais parce que t'as les versions à tcha pour ceux qu'on la rêve. Et t'as les versions un peu plus. Tu vois, celle que vous voulez. Adversaire parentale. Oh, il est déjà 17h38. Hein. Ça va. Ah, il y en a qui dorment pas encore. Il y a eu des dingueries qu'on peut pas trop dire à la radio. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire à la radio? Un jour, on a volé une paire de shoes à Dre à Marseille sur un concert. Il était en train de chanter, il s'est fait attraper la patte. Attraper la patte. Ils ont tiré la chaussure. Ils ont pris ça. Il a repris l'avion avec une chose en moi. On voit de la tristesse dans ton regard. C'était une meuf ou un mec? Il y avait tellement de monde, on sait même pas. Juste sa paire, elle a fini sur Vinted, on sait pas où elle a fini. Bon, il n'y avait pas Vinted. Il n'y avait pas Internet. Vous en avez une autre comme ça? Racontable, évidemment. Qu'est-ce qu'on a vu? On a eu tellement de dingueries. Il a failli se jeter sous la voiture quoi, pour nous arrêter. Orléans, ouais. On part faire une radio, quoi. Je crois que c'est radio. Ouais, sur Orléans. C'était la première radio qu'on faisait, ouais. La première radio qu'on part faire, on a sorti notre single, il est sorti depuis 3-4 mois, un truc comme ça. Et maintenant, nous, on n'a pas la mesure de à quel point on est connu. Ouais. C'est le début, on nous donne pas encore les chiffres, on n'a pas encore touché nos royalties ni quoi que ce soit. Donc, on fait nos premières promos, on sait pas. Ouais. Et on arrive à Orléans. La radio, je me rappelle plus du nom de la radio. Mais c'est même pas qu'on arrive à la radio, en fait, on fait notre séance interview, tout ça. Et à un moment donné, notre manager dit venez voir par la fenêtre. Noir de monde. Et on arrive, genre ils ont appelé la police municipale, la place Noir de monde, etc. Et donc nous on n'avait pas de sécu ni quoi que ce soit à l'époque, on connaissait pas, tu vois. Et pour repartir, on avait un Renault Espace. Impossible de. Ils se sont tous mis je sais pas combien, il va y avoir 500, 600 personnes, facile, autour de la voiture, et ils sont tous là en train de taper. Mais c'est une blague. Des meufs en train de taper sur la voiture. Des meufs, c'était des meufs. Et on s'est fait un flip de malade. Et il y en a une, elle s'est couchée devant les pneus pour être sûr qu'on bouge pas, qu'on l'écrase. Mais on était obligé. Et on l'a écrasé, miskin. Mais fallait bouger, sinon on était mort. C'est vrai, vous l'avez écrasé? Bah, si. Mais je crois qu'il y a eu une histoire comme ça. Puisque. Je crois. Non, mais on l'a écrasé, pas le corps. Je crois que c'est une beuge ou un pire. Non, mais c'était soit ça ou on mourait. Non, mais c'est genre, tu vois, l'effet fourmi là. Quand tu vois les fourmis à l'attaque, elles sont toutes. C'était ça. Et nous, on avait peur, nous. Il y a eu la Suisse aussi. La Suisse on aussi, est parti faire une séance de dédicace à la fac en Suisse. Et il y avait tellement de gens, les gens ils poussaient. Elles ont commencé à taper sur les vitres. Les vitres, elles ont été on a tapé un sprint, frère. T'avais, je sais pas, pareil, 3-4 000 personnes qui te. C'était une période, c'était ouf. Ça me fait penser au film. J'ai regardé un film sur BET sur l'histoire de New Edition. Je te jure, c'était comme ça. Genre, ils allaient faire des trucs, les meufs, elles les coursaient. C'est la même période. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que comme il n'y a pas Internet, les gens, quand ils te voient, ils ont vu Jésus. Il y a une magie. Non, mais je capte. C'est maintenant ou jamais, quoi. En fait, l'explication, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire t'as 6 chaînes et t'as, je sais pas, 10 radios. Je sais pas combien il y avait de radios à l'époque. Et donc, ce qui fait qu'on dit c'est 1000 appelés pour un élu. Tu vois ce que je veux dire? Genre c'était ça. Aujourd'hui c'est 1 million d'appelés pour un élu. Tu vois ce que je veux dire? Mais t'as des médias de partout. Aujourd'hui tu fais une télé, tout le monde s'en fout. Ouais, parce que tout le monde n'a pas vu, il y a trop de télé. Nous on regarde même plus la télé. Qui regarde la télé? Non, c'est vrai. C'est pareil. Maintenant que vous avez le recul là, plus de 20 ans après, est-ce qu'il y a un moment où vous avez pété les plombs? Oui. Genre melon comme pas possible. Ouais, ça vous arrive ça? Mais en fait tu t'en rends pas compte. Tu t'en rends pas compte parce que en fait t'as pas l'éducation au succès. Toi-même t'étais même à l'argent. Ouais, à l'argent, ouais. Et bon, meuf, tout le cocktail, tu vois. Mais toi-même t'étais pas super prêt en vrai. C'est-à-dire tu rêvais du bail. Mais tu sais, c'était un peu. T'as pas rêvé de comment tu vas gérer. Ouais, c'était pas concret la manière dont t'en rêvais. Et puis tout d'un coup, t'es parachuté dans le truc et tu prends un shoot du bail et tu fais waouh, et t'es dépassé complètement.
Quand l'aventure Poetic Lover commence à redescendre un petit peu, parce que forcément il y a un premier album qui cartonne, un deuxième un petit peu moins, et puis après c'est comme tous les artistes en fait, finalement il y a toujours le haut de la vague, et puis après ça redescend un petit peu. Alors justement pour nous ça s'est pas passé comme ça. Ça s'est passé comment justement? C'est-à-dire que nous en fait on a commencé la promo de notre deuxième album, et en fait tout allait bien. Et c'est entre nous on était à couteau tiré en fait. Et pendant la promo du deuxième album, la promo du deuxième single, entre nous ça allait plus du tout et le groupe a pété à cause de ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas attendu le moment où ça marchait plus, on nous a plus vus, etc. et on a disparu. C'est-à-dire on était au top et les gens du jour au lendemain ils nous ont plus vus en fait. Et on peut en parler aujourd'hui, pourquoi qu'est-ce qui s'est passé? Le cocktail juste avant. Ça avait fait ressortir les pires parties de vos personnalités. Et en rajoutant un manager autour qui savait pas trop nous gérer. Qui divisait aussi, tu vois. En tout cas c'est là où on a su que diviser pour mieux régner. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui arrivent de partout, qui viennent, qui en parlent à chacun. Et ça marche. Voilà. Mais quand il y a des témoignages de groupe, souvent, on parle souvent des entourages et tout, qui séparent en fait les membres du groupe. C'est souvent compliqué. Mais je vais te dire, c'est même pas les vrais entourages. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont venus se greffer à partir du moment qu'on a été connus. C'est-à-dire, c'est des gens, on les connaissait pas avant. Ils sont arrivés après, tu vois. Mais ils arrivent à s'infiltrer. C'est ça. Et la chance qu'on a, nous, c'est qu'on était vraiment des refs, tu vois. C'est-à-dire que ça, c'est venu nous briser, entre guillemets, mais à la finalité, t'as toujours un truc de putain, on est des refs. En plus, tu commences à grandir, tu commences à te dire, à mûrir. Tu dis, nous, on était vraiment des potos de lycée, on connaissait les parents des uns et des autres. Et c'est comme une famille, tu vois. On se déchire. Non, je t'en prie, vas-y. Non, je voulais juste ajouter que tu as eu un bail où on ne s'est pas parlé, genre 2-3 ans, un truc comme ça, tu vois. Et au bout de 2-3 ans, on se rappelle parce qu'on est des refs, parce que, vas-y. 3 ans, c'est long déjà. Le truc est terminé, mais on est des frères à la base, et 3 ans, c'est super long, comme tu le dis. Et vas-y, ça fait 3 ans, on ne s'est pas parlé, c'est pas possible, tu vois. Et donc, au bout d'un moment, on se reparle par rapport à ça. Mais à ce moment-là, on passe sous le radar mainstream, c'est-à-dire à ce moment-là, on passe plus en télé, on passe plus en radio. On nous appelle pour des petits concerts. Vas-y, il y a des gens qui vous veulent. Vas-y, à La Réunion, on vous veut. On fait. Dans ces pays-là, le temps s'est pas arrêté. Mais en France, dans le côté mainstream, je veux dire TF1, M6, Énergie, etc. Là, c'est shutdown à ce niveau-là. En fait. Et du coup, est-ce que vous êtes tous restés quand même dans l'univers de la musique? Bon, Jay, on sait, il y a eu le trio Vigon, Bami Jay qui a pas mal fonctionné. On a fait notre petit disque de platine, cool, j'ai kiffé. Gros disque de platine, plutôt c'est cool. Il y a eu le côté comédie musicale aussi. Et vous, enfin, ou même toi d'ailleurs, Jay, est-ce qu'il y a un moment quand même où vous êtes sorti du circuit de la musique pour faire autre chose, une activité professionnelle, on va dire plutôt classique? Par exemple, je parle pour ma part, moi j'ai arrêté après la musique, voilà, après le groupe, je me suis lancé avec des potes sur une marque de vêtements. C'était sûr. On adore. Et après des petits boulots par-ci par-là, voilà quoi. Et après voilà. Pour les autres pareil ou Ouais, enfin moi musicalement, j'étais plus dans le gospel urbain. Ok. Voilà, dans le gospel urbain, et ensuite puis je travaille à côté. Simplement. Après moi j'ai toujours été à la prod, t'as vu depuis le départ je fais les compos du groupe et je produis, je fais le beatmaking aussi pour le dernier single aussi là qu'on a écouté tout ce qu'on a fait du single 1 jusqu'à celui-là c'est c'est lourd. Et donc moi je me suis mis à bosser avec tous les artistes R&B français, mais quand je te dis tous, c'est tous. J'ai bossé avec tout le monde, avec Amel, avec Willy, avec Matt Pokora, avec j'ai bossé avec toute la génération, les petits frères qui sont arrivés, petites sœurs qui sont arrivés avec nous. J'ai participé à leurs premiers projets, etc. Donc tu vois une différence entre les artistes R&B de votre époque ou bien même ceux avec qui tu as pu bosser une fois que vous étiez bien installé et les artistes R&B de maintenant? Là, il y a une scène vraiment qui émerge, vraiment qu'on voit depuis 2-3 ans. Des jeunes artistes R&B. Qu'est-ce que toi tu penses de cette scène? En fait, justement, c'est marrant parce qu'hier, je sais pas si je peux dire, on était à Génération et on parlait exactement de ça. Et il parlait du fait que ces artistes-là que tu cites étaient passés dans leurs locaux et qu'ils nous citaient. Ils nous citaient comme leurs grands frères en fait, et comme des inspirations qui avaient fait partie de leur rêve. Donc nous on est honorés. C'est une suite logique. T'as vu, on disait la musique c'est comme la mode, tu vois ce que je veux te dire. C'est-à-dire que t'as un truc et puis t'as même un cycle au bout d'un moment. T'as des choses qui se représentent mais qui sont remises au goût du jour, etc. Mais c'est des éléments
qu'on avait déjà vu qu'on connaît, qu'on avait déjà vu par le passé. C'est comme si tu dis bah t'as vu, on va reprendre les mêmes ingrédients, mais on va refaire un autre plat. Tu vois ce que je veux dire? Et même dans la manière de chanter, tu vois, on se rend compte que c'est pas vraiment la même, tu vois. Il y a même à un moment donné, on se disait, t'as vu les armos, c'est pas trop à la mode. Ils sont plus trop armos en ce moment, tu vois. Comment, tu vois, ça bouge, c'est en mouvement, tu vois. Tout bouge, tu vois. Mais c'est vrai que nous, par exemple, on est des vrais kiffeurs de son, tu vois. Donc tout ce qui se passe là en ce moment, on kiffe de fou, tu vois. Il y a plein d'artistes aujourd'hui R&B qu'on kiffe de malade. Ouais, parce qu'en fait, dans le rap, par exemple, quand tu prends certains anciens, quand ils parlent de la nouvelle génération de rap, en fait, c'est même pas question de ils aiment ou ils aiment pas. Ils disent que pour eux, par exemple, tous les codes de la discipline sont pas vraiment respectés, tu vois. Est-ce que pour vous, tous les codes du R&B sont respectés aujourd'hui? Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'innovation, tu vois. Il y en a qui vont venir avec un truc un peu R&B, afro un peu. Ouais. C'est ça. C'est précisément ce dont je voulais parler. Super question au passage, c'est la première fois qu'on nous l'a c'est un baptême. Non mais on sent qu'on est chez des connaisseurs ici, ça fait ça fait du bien. Bah en fait, c'est évolutif, t'as vu, moi je te donne mon avis sur la question, je dis pas que j'ai raison, mais je te donne ma vision de la chose. Le monde, les frontières s'ouvrent, t'as vu, avec Internet, avec la mondialisation, avec l'Europe, etc. Et donc t'as un espèce de brassage aussi culturel aussi qui se fait via cette chose-là. La France, on va pas se le cacher, la France a eu une immigration subsaharienne vachement conséquente. Ouais. Ces gens-là, ils viennent avec leur culture. Ils se sont installés sur le sol français, ils ont eu des enfants, etc. Ces enfants ont grandi avec la culture française, mais ils ont aussi grandi avec la culture de leurs parents. Et ils ont grandi avec la culture américaine. Je pense que la réponse à ta question est si tu es à peu près par là. Tu vois ce que je veux te dire? C'est-à-dire que t'es Renoir en France, tu bouffes du R&B américain, tu bouffes de la variété française et t'as la culture de tes parents. Exactement. Quand toi, tu commences à faire du son, t'as cette espèce de méchoui qui va te venir naturellement. Et t'as une Nakamura qui sort, et t'as les premiers Gims qui sortent, et t'as Dadju, et t'as Taïk, etc. En même temps, en Afrique, t'as l'avènement de l'afrobeat avec la musique nigérienne, etc. Wizkid, etc. Voilà, je pense que la réponse à ta question est si tu parles là, à mon avis. Et du coup, vous, dans votre projet, là, vous allez partir sur vraiment ce que vous savez faire, ce que vous avez toujours fait, ou il y a des trucs comme ça qui vous intéressent? Des petits essais. Ce qu'on appelle l'afrobeat, l'afropop, le mélange. Question très intéressante également. En fait, oui. Pour répondre à ta question, oui, mais il y a un virage à négocier, c'est-à-dire qu'on sait qu'on part de quelque part et que tu peux pas faire un 180 degrés comme ça direct, tu vas choquer ta base, tu vois ce que je veux dire, et d'autant plus que ça fait 25 ans qu'on nous a pas vus. Et qu'on vous attend. Ouais, et ça va avoir un côté opportuniste si on fait ça, ça va faire genre c'est ça qu'à la mode, ils font ça. C'est ça. Donc nous on kiffe, mais on s'est dit on va repartir de notre base tranquillou, tu vois. Le titre qu'on a passé tout à l'heure, il a une base pop, soul, même limite un peu gospel, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est vraiment les musiques nobles de notre époque, mais avec un relan un peu moderne. Et nous, on s'interdit rien. C'est-à-dire que là, ce titre-là qu'on a passé tout à l'heure, Il faut vivre, ça va être issu d'une trilogie. C'est un projet où c'est une trilogie, c'est 3 titres qu'on va sortir. 3 titres qui se suivent, qui racontent une histoire un peu comme PNL, ils avaient fait à une époque, je sais pas si vous vous rappelez, quand ils avaient fait Na et Onizuka, Bene, etc. Donc nous, dans notre trip R&B, on va se faire un trip comme ça, où c'est une trilogie, comme ça, avec 3 clips qui vont se suivre. Donc le premier extrait, c'est Il faut vivre, et puis il va y avoir les 2 suivants qui vont suivre. Et derrière ça, on va sortir notre vrai projet qui va être un vrai EP dont on va dévoiler le nom juste derrière, sans doute en début 2026. Et là, à ce moment-là, tu vas avoir des trips un peu différents, comme une espèce de variété soul que tu pourras retrouver à l'intérieur de notre projet. Donc voilà. Tout est clair. En tout cas, la prochaine étape, c'est à la fois la tournée avec cette date à la Cigale, au Casino Paris, pardon, qui est complète, mais bon, on sait jamais, peut-être des complet en 24 heures. Il faut le préciser. Des dates un petit peu. C'est ça qu'on se dit, mais bon, vaut mieux entendre sold out en 24 heures. Exactement. Tu prends une grande salle et tu dis mais là vous faites, imaginons vous faites votre tournée et tout, partout c'est rempli, tout est cool, vous sortez votre projet, ça se passe bien. On a reçu il y a pas longtemps des gars comme Singila, t'as vu, ils ont rempli. D'ailleurs, big up à lui, là j'ai vu son Zénith sold out. Voilà, tu vois, il avait rempli d'abord Olympia 2 fois. Olympia 2 fois, tu vois. Est-ce que vous interdisez pas de faire une grosse salle pour écoute, frérot, finale? T'as vu, ouais, non, mais c'est même pas ça. C'est que là, on a beaucoup de plein de gros projets. Je te cache pas, on a beaucoup de gros projets. Et là, on est sur un retour, mais on va faire du sale. Quand je te dis que les gens ne sont pas prêts, c'est te dire que t'as vu le R&B, tu me parlais de R&B, là, on est revenu, on sent que les gens sont nostalgiques de ce style de son. Vraiment. Frérot, je te dis, cette année-là,
même cette année et 2026, il va y avoir du sale en termes. Et nous, on veut vraiment être, si tu veux, faire kiffer les gens qui kiffent cette musique-là, tu vois. Donc, on a pris les manettes, comme on dit. Et frérot, on a tellement de surprises là qui arrivent. Non, ouais, c'est carré, non, c'est carré, on attend ça. Je voulais juste ajouter pour répondre à ta question. C'est difficile de répondre à ta question dans le sens où on peut pas présumer du succès qu'on va avoir. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire, ce sera peut-être tout, ce sera peut-être rien, on sait pas, tu vois. Ce sera peut-être mitigé, on sait pas. Donc c'est pour ça que tu vas pas feutrer, tu commences à faire des salles avec une config voilà, un peu plus modeste, etc. Et si ça le fait, bah, tu grimpes au fur et à mesure, quoi. Voilà, c'est un peu ça les bails. On aura l'occasion d'en reparler, vous viendrez nous voir pour l'EP ou pour l'album, peu importe, mais il faudra revenir nous voir. En tout cas, les Poetic Lovers étaient avec nous. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.